Depuis avril 2023, le Soudan est ravagé par une guerre opposant l'armée du général Abdel Fattah al-Bourhan aux forces de soutien rapide de Hemeti. Le conflit a fait plus de 200 000 morts. 200 000 morts, déplacé près de 14 millions de personnes et plongé plus de la moitié de la population dans une crise alimentaire majeure, la pire au monde selon l'ONU. Deux journalistes ont pu accéder à plusieurs zones clés du conflit, Abdullah Manan et Assa, qui est photographe, et vous, Elliot Brachet, bonjour. Vous avez publié une formidable série dans Le Monde, une série qui montre voilà, ce que peut faire le journalisme dans ce domaine-là, une série intitulée Guerre au Soudan, une nation prise au piège. Peut-être faut-il nous expliquer comment on travaille sur ces terrains-là, parce que c'est particulièrement compliqué, Elliot Brachet. Eh bien, c'est très compliqué d'accès. Aujourd'hui, donc, vous l'avez rappelé, enfin, le Soudan est divisé en 2 zones, contrôlées à l'est par l'armée régulière du général Burhan et à l'ouest par les forces paramilitaires du général Hemeti. Aujourd'hui, déjà, en tant que journaliste international, on n'a accès qu'à une moitié du pays, du côté de l'armée régulière, qui a temporairement installé un gouvernement à Port-Soudan. C'est des visas qui sont distribués au compte-gouttes, c'est-à-dire que depuis l'éclatement de la guerre, donc moi j'étais anciennement correspondant à Khartoum pendant 3 ans, et depuis l'éclatement de la guerre, j'ai pu y retourner uniquement 2 fois, donc une fois en 2024 et en décembre. Et il faut rappeler que de l'autre côté du pays, à l'ouest, les accès pour les journalistes internationaux sont impossibles. La ministre du général Hemeti, bien qu'elle soit très active diplomatiquement et dans les couloirs diplomatiques mondiaux, ne permet pas l'accès aux Aucun journalistes. journaliste d'aucune nationalité n'y travaille. Non, et les journalistes soudanais sont particulièrement visés par cette ministre. On pense à notre collègue Mohammar, qui, au moment de la chute d'El-Fasher, donc qui est la capitale du nord du Darfour, que les paramilitaires ont récupéré au mois d'octobre au prix d'un bain de sang qui a fait des dizaines de milliers de morts, il faut le rappeler. Il y a beaucoup de journalistes qui ont disparu, et un de nos collègues de Al Jazeera qui est aujourd'hui toujours en détention. Bon, j'imagine que c'est très dangereux. Comment composez-vous avec votre peur, Elliot Brachet, lorsque vous êtes sur ce terrain-là? Alors cette année, ça a été différent de l'année dernière. L'année dernière, on s'est rendu donc dans l'État de Khartoum quand la capitale était encore une zone de guerre. Donc en fait, il faut rappeler que Khartoum, capitale de 8 millions d'habitants, a été dès les premiers jours de la guerre l'épicentre de ce conflit. C'est là où les premières balles ont été tirées entre les deux armées du pays. Et donc cette capitale de 8 millions d'habitants s'est retrouvée prise entre deux feux. Plus de la moitié de ses habitants se sont déplacés au cours de ces 2 années et demie de guerre. Donc voilà, c'est une capitale mondiale dont on l'a très peu mentionné dans les médias, on l'a très peu raconté. Il faut imaginer la guerre qui s'est immiscée en plein milieu d'une ville ultra peuplée. Aujourd'hui, donc l'année Avec des dernière. scènes que vous racontez dans votre reportage qui sont terribles, comme les scènes de guerre. Donc là, en l'occurrence, une guerre urbaine. Voilà, c'est resté vraiment un terrain de guerre urbaine pendant 2 ans, avec des bombardements indiscriminés des 2 côtés. Il faut rappeler que dans cette guerre, c'est les civils qui meurent en premier, plus que les soldats. Donc il faut imaginer voilà, ce qu'une guerre de haute intensité peut susciter dans une capitale extrêmement peuplée. C'est énormément de destruction, énormément de morts, énormément de déplacements. Cette année, c'était un peu différent puisque l'armée régulière a récupéré le contrôle de la capitale au mois de mars dernier. Donc quand on s'est rendu à Khartoum, on a retrouvé une capitale ravagée, mais une capitale qui renaît aussi de ses cendres. Dans la série de reportages, on dit que Khartoum est une ville martyre. Ce qui nous a frappé, c'est que vraiment à chaque coin de rue, tous les gens à qui on parle, tout le monde a perdu quelqu'un. Vous l'avez dit, on a du mal à estimer le nombre de morts dans cette guerre. 200 000 morts, c'est peut-être au bas mot. Rappelons aussi, encore une fois, qu'à El Fasher, le 26 octobre dernier, les milices paramilitaires du général Hemeti ont commis un massacre qui aurait pu coûter la vie à plus de 60 000 personnes, d'après des informations données à des parlementaires britanniques et plusieurs enquêtes. Donc c'est un conflit extrêmement meurtrier, et c'est ça qui frappe à travers le pays. C'est d'abord la crise extrême de déplacement, donc 14 millions de personnes déplacées. Il y a vraiment un brassage d'une population sans dessus-dessous, de toutes les communautés qui se mélangent. Et vraiment, voilà, à Khartoum, dans ces ruines, on voyait... chaque personne nous raconte que dans chaque famille, il y a eu des morts. Bon, l'ampleur est énorme. Je vais vous poser une question délibérément naïve
Elliot Brachet, que l'on se pose en lisant vos reportages, donc cette série que vous avez publiée dans Le Monde. Pourquoi se fait-on la guerre au Soudan? Alors il y a plusieurs causes. On pourrait remonter dès l'indépendance du pays en 1956 avec un centre, Khartoum, qui a toujours gouverné, un pouvoir qui a toujours été laissé entre les mains des élites du centre riveraine du Nil, marginalisant énormément de régions du pays. Mais il y a des causes beaucoup plus proches et je pense que c'est par là qu'on peut commencer. Mhm. En 2019, il y a des millions de Soudanais qui descendent dans les rues pour réclamer un état de droit, une démocratie et faire tomber un régime militaire et islamiste qui était au pouvoir depuis 30 ans, le régime d'Omar al-Bashir. C'est une révolution qui sera couronnée de succès puisque le dictateur sera destitué par l'armée en avril 2019. Et en fait, déjà à l'époque, les deux généraux qui récupèrent le pouvoir, c'est déjà Burhan et Hemeti. Burhan et Hemeti vont déjà commettre le 3 juin 2019 un massacre de manifestants sur un sitting pacifique à Khartoum. Les manifestants vont rien lâcher, vont continuer à exiger un état civil au Soudan. C'est important de le rappeler. Il y avait vraiment des millions de personnes qui défilaient pacifiquement dans les rues de ce pays. Finalement, un accord de partage du pouvoir est signé avec des civils en 2019. Il y a l'introduction d'un gouvernement de transition mené par un civil qui ouvre une période de transition de 3 ans qui est censée mener à des élections libres, qui serait une première depuis 30 ans dans ce pays. Sauf que ce qu'on va voir, c'est que ces deux généraux qui aujourd'hui se font la guerre, Burhan et Hemeti, vont faire un coup d'État contre ce gouvernement civil en octobre 2021 et pendant 2 ans s'entre-déchirer sur des questions d'intérêt, de pouvoir, de répartition des ressources et aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, de réseaux d'alliances régionales ambivalents, antagonistes plutôt. Et le 15 avril 2023, la première balle est tirée. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quelle force a ouvert le feu. Et on est rentré dans un engrenage qui a précipité tout le pays dans le chaos. C'est ça, un engrenage. On a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde a pratiquement oublié les raisons pour lesquelles on fait la guerre, mais que ce sont donc deux camps qui sont engagés dans une lutte à mort pour le contrôle du territoire. Oui, mais néanmoins, je pense qu'il ne faut pas considérer la guerre au Soudan uniquement comme une énième guerre civile Mhm. africaine avec des racines Je, compliquées. je n'ai pas dit guerre civile, hein. Non, non, mais Puisque là, justement, j'avais plutôt l'impression qu'il s'agissait d'une guerre imposée par deux généraux et donc par deux camps. exactement, mais il y a deux choses qu'il faut voir, c'est qu'à la fois plus le conflit entre ces deux armées perdure, plus des civils en fait dans les deux camps sont recrutés, plus les discours de haine ethnique, parce que c'est aussi un facteur compliqué, je ne sais pas si on aura le temps de développer, mais plus la guerre se prolonge, plus il y a cette dynamique de recrutement, de milicisation du pays en fonction des différentes régions. Et surtout, ce qui est important de mentionner, c'est que aujourd'hui, donc les deux forces bénéficient d'alliances régionales, sans un flot constant d'armement en provenance de leurs alliés régionaux, il n'y aurait plus une munition aujourd'hui pour se faire la guerre au Soudan. Les deux camps, et notamment donc, les milices des forces de soutien rapide du général Hemeti, ont bénéficié pendant des mois d'un pont aérien en provenance des Émirats arabes unis, qui a vraiment changé l'équilibre des forces sur le terrain. L'autre raison pour laquelle cette guerre est très méconnue, donc c'est loin, c'est compliqué, etc. On imagine toutes les raisons évidentes qu'on a donc en matière de difficultés pour populariser cette situation, pour attirer l'attention sur ces 200 000 morts, 14 millions donc de déplacés. C'est probablement parce que il est compliqué de savoir qui sont les bons et qui sont les méchants. Oui, mais je pense que dans tout conflit, il faudrait essayer d'avoir une lecture fine et non euh, Et binaire non manichéenne. Mais manichéenne. alors je vais lire par exemple l'extrait d'une interview que l'on trouve dans votre série Elliot Brachet. Des deux côtés, il y a des bons et des mauvais. Ils se ressemblent. Avant la guerre, ils mangeaient dans la même gamelle. Exactement. C'est aussi ce que, encore aujourd'hui, dans la guerre, des millions de personnes continuent à penser. C'est des gens qui sont sortis pour réclamer un état de droit, pour réclamer le retrait. C'était un slogan dans les rues, c'était que l'armée rentre dans ses casernes et que les Janjaweed, donc les forces de soutien rapide, ou en tout cas là, soient dissous. Donc il y a énormément de gens qui considèrent effectivement que c'est
Les causes de cette guerre entre ces deux armées sont absurdes. Mais encore une fois, il n'y a pas de bon et de mauvais. Alors peut-être que les forces paramilitaires sont plus redoutées par la population que l'armée dite régulière? Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que si on regarde les vagues de déplacement de population, c'est très clair que les civils fuient massivement les zones contrôlées par les forces de soutien rapide. À l'ouest du pays, si à l'est du pays, du côté de l'armée régulière, il y a un semblant d'administration, un semblant d'État et de services publics, à l'ouest, c'est beaucoup plus compliqué et les forces de soutien rapide s'adonnent à des massacres contre des civils. Et donc il y a effectivement... Aujourd'hui, la population soudanaise a tendance à se ranger plutôt du côté de l'armée régulière. C'est la faim qui aujourd'hui tue plus que la guerre au Soudan. Ouais, vous l'avez rappelé, c'est quasiment la moitié de la population, donc 25 millions de personnes qui sont au bord de la famine au Soudan. Il y a un énorme problème d'accès d'aide humanitaire. Les deux camps instrumentalisent l'aide humanitaire, bloquent l'entrée des organisations internationales. Et encore une fois, c'est quelque chose dont on parle très très peu. Pour moi, le Soudan, c'est pas une guerre oubliée, c'est une guerre qui est négligée. Les chiffres sont énormes. Et l'intérêt, là on l'a vu après, il y a eu un regain d'intérêt international après les massacres d'El Fasher. Il se trouve que déjà le Soudan est sorti des radars. Merci beaucoup, Elliot Brachet. Il faut lire la série que vous avez signée dans Le Monde avec le photojournaliste qui vous accompagnait. C'est une série incroyable. Voilà, c'est à ça aussi que sert le journalisme.